vous êtes ici, vous savez sûrement déjà ce que c'est qu'un trou noir. Une région de l'espace-temps où la physique perd totalement son sens classique et se retrouve déchirée par la gravité surdimensionnée, engendrée par la densité infinie de la singularité. Si vous n'êtes pas au courant, les trous noirs peuvent se former après la mort d'étoiles massives, des dizaines voire des centaines de fois plus massives que le Soleil. Comme traité dans ma vidéo sur l'origine des atomes, les réactions de fusion thermonucléaire au centre des étoiles, qui sont d'ailleurs responsables de l'existence de la majorité des atomes lourds dans l'univers, entraînent une force phénoménale qui pousse vers l'extérieur à cause des radiations. Cette force retient l'étoile de sa propre gravité, créant une balance qui empêche l'étoile de s'effondrer sur lui-même. Enfin, ça c'est jusqu'à qu'elle atteigne sa période de fin de vie. En effet, lorsqu'une étoile est proche de la fin, premièrement, elle grossit car des atomes plus lourds que précédemment sont fusionnés, émettant donc plus de radiation. Le souci est que ces atomes sont plus difficiles à fusionner. Il arrive donc un stade où elle n'arrive plus à fusionner assez d'atomes. De ce fait, les forces thermodynamiques ne sont plus assez fortes pour retenir la gravité. Ce qui fait effondrer l'étoile sur lui-même, s'enchaîne une éjection des couches supérieures vers le milieu interstellaire, laissant souvent une naine blanche. Chez les étoiles plus massives, ces éjections peuvent être tellement violentes qu'elles engendrent une explosion, appelée une supernova. Mais surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est lorsqu'elle s'effondre. Premier scénario, le noyau de l'étoile morte devient une étoile à neutrons, des astres extrêmement denses. Deuxième cas de figure, celui qui nous intéresse, les supergéantes s'effondrent si brutalement que toute la masse de l'étoile se concentre en un point ridicule, créant, d'après certaines théories, une singularité gravitationnelle. On assiste dans ce cas à la naissance d'un trou noir, un astre caractérisé par son horizon des événements, où même la lumière ne peut s'y échapper. En revanche, aujourd'hui, le sujet n'est pas spécifiquement les trous noirs, mais leurs opposés, les trous blancs. Avant de continuer, je tiens fortement à préciser que tout ce que je vais dire dès lors n'a jamais été prouvé, et que les informations sont toujours théoriques, que ce soit au niveau du comportement d'un trou noir, et même au niveau de l'existence des trous blancs, car on n'a pour le moment jamais observé ces objets avec certitude. Bien, alors c'est parti. Le fameux Albert Einstein, père de la relativité générale, est notamment connu pour avoir formulé en 1915 son équation définissant son modèle physique. Grosso modo, cette équation explique que la présence de masse à un endroit courbe l'espace-temps environnant, créant un champ gravitationnel, contrairement au modèle newtonien qui décrit la gravité plus comme une force à distance. Grâce à cette équation, Einstein unit l'espace et le temps en un tout, qu'il appelle donc l'espace-temps. Cela veut dire qu'un objet massif ne fait pas que courber l'espace, mais aussi le temps. Ce que ça veut dire, c'est que si on est proche d'un objet massif, le temps s'écoule plus lentement comparé à un observateur. On dirait que c'est magique, mais non, c'est de la physique. Notablement, grâce à son équation, Karl Schwarzschild trouve une solution à celle-ci, appelée solution de Schwarzschild, qui décrit fondamentalement le concept même d'un trou noir. Plus précisément, le trou noir de Schwarzschild, le trou noir mathématiquement idéal, c'est-à-dire qu'il ne tourne pas sur lui-même, qui a une charge électrique nulle et qui a une masse strictement positive. Considérons une sphère de rayon R qui a pour centre S. Le rayon R ici correspond au rayon de Schwarzschild du trou noir, et S correspond simplement à sa singularité. Et tout ce qui franchit la surface de ce trou noir nécessiterait une vitesse supérieure à celle de la lumière pour s'échapper, ce qui est, bien évidemment, impossible. Le rayon R est calculé grâce à cette formule, G étant la constante gravitationnelle, M la masse du trou noir, et C la vitesse de la lumière. La longueur du rayon de Schwarzschild dépend donc principalement de la masse de ce dernier. Dans ce trou noir idéalisé, les deux horizons sont confondus, l'horizon des événements et l'horizon intérieur. Ah, car oui, il existe effectivement deux horizons dans un trou noir. On a l'horizon des événements qui correspond au point de non-retour, où rien ne peut revenir en arrière, ainsi que l'horizon intérieur, qui est, à l'intérieur. Et c'est bien ça le problème en fait. Vu qu'il est à l'intérieur, il est difficile d'établir sa réelle nature. Mais en tout cas, on sait qu'à partir de là, la physique devient totalement étrange.
Je pourrais aussi parler des trous noirs en rotation, qui ne fonctionnent pas totalement de la même manière, notamment, les deux horizons que j'ai mentionnés précédemment ne sont pas confondus, et la singularité devient un disque plat et non un point. Mais bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Maintenant, revenons sur l'équation d'Einstein. Il existe une solution opposée de Schwarzschild qui décrit un objet contraire au trou noir. Et c'est là tout le sujet de la vidéo, le trou blanc. Ce trou blanc aurait donc aussi un horizon des événements, etc. La seule différence, et pas des moindres, étant le fait que rien ne peut franchir cet horizon, contrairement au trou noir où rien ne peut s'y échapper. Une sorte de yin-yang intergalactique. Le couple trou noir-trou blanc, c'est une oxymore en fait. Parce que l'un est un grand attracteur gravitationnel, et l'autre est un grand propulseur gravitationnel. Deux extrêmes opposés. Petite remarque personnelle que je trouve intéressante, bien que peut-être pas très rigoureuse, la singularité, qui se situerait donc dans cette théorie entre le trou noir et le trou blanc, ressemble vachement à la discontinuité de la fonction inverse en mathématiques. Regardez au niveau de x égale 0, la courbe tend vers plus et moins l'infini en même temps. Un peu comme la singularité avec le trou noir et le trou blanc. D'après certaines théories, le trou blanc serait la porte de sortie d'un trou noir. Dans le sens où tout ce qui rentre par le trou noir ressortirait par le trou blanc, par le biais d'un trou de verre, situé donc à la singularité. Ce trou de verre, ou pont d'Einstein-Rosen, pourrait constituer un lien entre deux régions distinctes de l'espace-temps, voire même un lien entre deux univers parallèles. Et c'est souvent ce concept qui est utilisé notamment dans la science-fiction, pour traverser de très grandes distances rapidement, ou pour remonter le temps. Bien que rien ne puisse rester sous forme de matière après avoir passé l'horizon antérieur, des théories permettent l'utilisation de ces trous de verre pour ressortir par le trou blanc. Voici un avant-goût très simplifié du périple. Dès que vous passez l'horizon des événements, il n'y a plus de retour en arrière. Du point de vue d'un observateur externe, vous seriez figé car votre temps s'écoulerait très lentement. Ensuite, en accélérant vers la singularité, vous entrerez dans le processus de spaghettification. Ils n'ont rien à voir avec la cuisine italienne. C'est-à-dire que la partie de votre corps qui est plus proche de la singularité sera plus attirée que la partie la plus loin, ce qui pourrait vous transformer en une sorte de spaghetti. Bon, admettons vous avez une armure très résistante. Vous continuerez dans votre chute et vous atteignerez à un moment donné le fameux horizon intérieur. Selon les théories, dès que vous franchirez cet horizon, vous vous ferez rétrécir de par les forces latérales, jusqu'à ce que la matière de votre corps soit totalement décomposée en énergie pure. Bon, encore une fois, admettons que vous avez des pouvoirs magiques. Au fur et à mesure, l'espace-temps serait si courbé autour de vous que cette dernière commencerait à se confondre avec l'autre espace-temps du côté du trou blanc. Un peu comme dans Interstellar à la fin en fait, même si je l'ai jamais vu. Pour mieux visualiser tout ça, utilisons un diagramme de Penrose au niveau de la singularité. Pour faire simple, au centre on a la singularité, ensuite on a l'espace-temps de l'univers parallèle, c'est-à-dire de l'autre espace-temps, et on a notre espace-temps, avec le futur et le passé. On remarque que la singularité décrit l'intersection entre ces quatre espaces temporels. Et maintenant, ça devient plus compliqué, car les trous de verre sont vraiment instables, mais genre vraiment. Ils s'ouvrent et se referment constamment de manière imprévisible, empêchant le passage. Le seul moyen avec nos modèles théoriques de passer un trou de verre, ce serait de le maintenir ouvert, avec de l'énergie négative. Donc ouais, c'est vraiment pas possible quoi. À part si vous savez manipuler de l'énergie négative, moi je veux bien. À présent, essayons de prendre un petit peu de recul. Comme je vous l'ai répété plusieurs fois, tout ce que je viens de dire durant cette vidéo sont des théories. Et maintenant, je vais vous expliquer en quoi les trous noirs et les trous blancs causent des soucis au niveau de nos modèles physiques. Sans passer par les multitudes de choses incertaines à propos des trous noirs et des trous blancs, le concept où tout ce qui rentre dans le trou noir sort par le trou blanc est contre-intuitif. Car lorsqu'un trou noir absorbe de la matière, la masse de ce dernier augmente bel et bien. Ça veut dire que si un trou noir absorbe un soleil par exemple, sa masse augmentera d'une masse solaire. Si la matière est censée ressortir par le trou blanc, alors comment le trou noir peut augmenter de masse? Cela impliquerait que la matière serait dupliquée.
Or, ça contredit la fameuse citation « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». En réalité, je vous ai juste pas abordé les différents types de troublants qui existent. Mais bon, désolé, mais j'ai pas le temps d'en parler. Au niveau des troublants cette fois-ci, elle contredit la deuxième loi de la thermodynamique, à savoir l'entropie ne peut qu'augmenter, l'entropie étant le désordre. Or, la définition même d'un troublant, c'est que tout ce qui se situe dans son horizon des événements se fait forcément propulser. Donc en fait, ça veut dire que dans le troublant, il n'y a absolument rien, ou en tout cas pas de désordre. Donc dans un troublant, l'entropie diminue même, ce qui contredit donc cette loi. En fait, la découverte des troublants a juste apporté plus de questions que de réponses. Alors, pourquoi le troublant a été imaginé? Parce qu'il est décrit par une solution naturelle en mathématiques. Mais même, pourquoi cette solution? Pourquoi cet intérêt? Pourquoi se concentrer sur des choses aussi insignifiantes que des trous noirs ou des trous blancs, des choses qu'on n'atteindra probablement jamais, et ne pas se concentrer sur les problèmes qu'on a plutôt sur Terre actuellement? On est en train de détruire notre planète. Et des gens sont en train de mourir de faim, ou en train de mourir à cause de la guerre. Et nous, on fait quoi? Nous, on regarde des choses qu'on pourra jamais atteindre. C'est pas un peu pathétique quand même? Notre piètre existence se résume à de l'égocentrisme pur. On n'est pas digne de cette science. On n'est pas digne de rien du tout, en effet. C'est limite audacieux de croire qu'on pourrait ne serait-ce que maîtriser un dixième des connaissances de l'univers. Pourquoi juste ne pas laisser l'univers faire sa vie, et basta? Pourquoi c'est intérêt? Notre piètre existence on n'est pas digne de cette science. Nous, on regarde des choses et des gens sont en train de mourir de faim. Pourquoi cet intérêt? Nous, probablement jamais. On est en train de détruire et des gens sont en train de mourir de faim. Parce qu'au final, on n'en sait rien. Bon oui, ce dérapage existentiel était vraiment inutile. Ça, je suis d'accord. Mais c'est ma chaîne, donc je fais ce que je veux. Là où je voulais en venir, c'est de vous expliquer à quel point je suis simplement un vulgarisateur lambda. Et même encore pire que ça, je suis qu'un gamin de première qui veut montrer aux autres ses connaissances, en la vulgarisant. Ce que je veux que vous compreniez, et ça c'est le cas pour toutes mes vidéos, ainsi que n'importe quelle vidéo en effet, c'est qu'on peut faire des erreurs. Surtout moi qui n'ai pas professionnel dans ces domaines. J'essaye de faire de mon mieux pour faire des recherches fiables, mais au final rien ne garantit la viabilité de mon information. C'est pour ça qu'à chaque fin de vidéo, je vous demande de partager vos critiques aux commentaires. Cette phrase a un tout autre sens. Et c'est pour ça que je vous encourage à faire vos propres recherches si vous voulez vraiment avoir une information fiable. Car moi, je ne suis pas une source. Je suis juste un commun des mortels. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle m'a pris vraiment beaucoup de temps à faire, donc s'il vous plaît, si vous l'avez aimé, mettez ce petit pouce bleu. Sinon, du coup, si vous avez des remarques à faire, ça se passe en commentaire. Et si vous ne voulez pas rater le fil de publication des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Lucky Science.